12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Bienvenue dans les midis de culture. Dans cette émission, nous abordons tous les sujets, toutes les disciplines, tous les médias. Alors comment passer à côté de l'une des premières industries de divertissement au monde? Le jeu vidéo est bel et bien un objet culturel comme les autres. Et si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien on va essayer de vous le démontrer. Et aujourd'hui, en compagnie de Julie Le Baron, rédactrice en chef du magazine indépendant Canard PC, et Jean Z, journaliste et critique jeux vidéo. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans les midis de culture. Il est sorti fin juin sur PlayStation 5, certes, mais on l'a attendu tellement longtemps qu'il était impossible pour nous de passer à côté de Final Fantasy XVI. Finished! Mais vous l'avez bien compris, nous parlons d'une légende du jeu vidéo, 16e opus de Final Fantasy, attendu depuis 7 ans par les joueurs et les joueuses, et quand l'attente est longue, elle devient forte et avec elle les exigences sont renforcées. Pour ce qui est de l'histoire, on suit donc Clive Rosfield, le personnage principal au cours de 3 périodes de sa vie. Il est l'héritier d'une famille qui dirige l'une des 6 nations qui se sont donc construites autour d'un cristal qui permet au peuple d'utiliser des pouvoirs magiques. Julie Le Baron, allons-y très franchement, est-ce que vous avez été déçu? Oh, est-ce que j'ai été déçue? Je nourrissais pas des attentes complètement démesurées sur cet épisode, mais j'en suis sortie avec un rapport profondément conflictuel au jeu, dans le sens où je m'y suis autant amusée comme une folle que profondément ennuyée. Jean Z, vous aussi? Mitigé ou alors conquis? Ah non, j'étais conquis. Non, je me suis pas ennuyé. Alors, on peut s'entendre sur le mot ennuyé. Il y a des phases qui ne sont moins réussies que d'autres, il faut quand même le dire. Mais quand les phases sont réussies, ça va quand même très très loin dans ce qu'on appelle l'heroic fantasy et un petit côté Iliade d'Homère, un côté homérique absolument incroyable. Vous avez nourri une attente particulière pour cette nouvelle série? Est-ce que vous étiez comme des millions de joueurs dans le monde à trépigner? Non, et c'est peut-être ce qui m'a sauvé. J'attendais plus le nouveau Zelda, Tears of the Kingdom, qui est absolument incroyable, mais que je trouve un peu en deçà de Breath of the Wild, du côté un peu sauvage du précédent épisode. Et celui-là, je me dis, bon, ok, le 15 m'avait quand même refroidi, c'est très couloir arène, c'est très convenu. Enfin, j'avais pas été convaincu. Et là, je me suis dit, bon, allons-y, allons voir. Et il faut dire quand même que l'épisode réserve pas mal de surprises aux fans de Final Fantasy, de la saga, et aux fans, j'allais dire, de jeux entre guillemets narratifs, des jeux avec une histoire. Et voilà, là, il y a une histoire avec des personnages, et moi, c'est ce qui m'a surpris d'abord, et puis conquis. L'histoire, les personnages, vous êtes d'accord? C'est ce qui vous donne envie de jouer malgré cette petite déception peut-être? Alors, complètement raccord en termes d'histoire. Je trouve que l'influence complètement revendiquée avec la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin est très très bien amenée, se prête très bien en fait à un renouveau de la licence pour cet épisode. Moi, ce qui m'a... C'est-à-dire, juste pour expliquer, il y a une forme d'influence de Game of Thrones, de la série Game of Thrones dans l'histoire de Final Fantasy VII. C'est plus qu'une influence, j'ai l'impression. On est sur de l'hommage, mais qui confine parfois la copie carbone, dans le sens où Clive Rosfield incarne plus ou moins un Jon Snow avec le chien loup qui va avec. Dans son rapport en fait à l'univers, c'est complètement ça. Il fait partie en fait d'une lignée dont il n'est pas le noble descendant. Son père Elwyn a un destin qui rappelle très fort celui de Ned Stark. Il y a aussi effectivement une volonté vraiment de faire un jeu à l'univers un petit peu plus mature, un peu plus sombre, avec beaucoup de scènes sanglantes impliquant des décapitations, des écartèlements et des scènes de nu, qui rappellent vraiment irrésistiblement Game of Thrones. Donc en termes d'histoire, je trouve qu'effectivement j'ai été particulièrement happée par l'histoire, même si elle souffre de longueur. Il y a quand même beaucoup de cinématiques qui nous laissent profondément dans la position de spectateur. Mais moi, ce qui m'a le plus motivé dans ce jeu, c'est le système de combat qui est particulièrement jouissif et addictif dans ces épisodes. On va raconter évidemment comment on joue à ce jeu. Ces cinématiques, ce sont ces petites scénettes qui viennent rythmer effectivement le jeu, qui nous racontent, où il y a souvent des dialogues, où on est évidemment comme ça immergé dans l'histoire. D'abord peut-être, avant le jeu, on
s'intéresse évidemment à la forme, l'esthétique. Alors moi j'ai lu décor époustouflant, un jeu très beau, univers riche, des mondes spectaculaires. Honnêtement, on peut pas s'attendre à autre chose. Quand on est Final Fantasy XVI, on peut pas proposer un graphisme pauvre. Jean Z. Oui, mais là, il y a une différence. C'est-à-dire que c'est une esthétique riche, mais c'est une esthétique, comment je pourrais la qualifier, de chaude et d'incroyablement monstrueuse. C'est-à-dire qu'on est face à on va dire, des dimensions qui nous dépassent et qui n'étaient pas jusque-là, enfin en tout cas rarement utilisées dans les Final Fantasy. Là, les monstres sont monstrueux. Je le disais, il y a une dimension homérique. Les phases de combat, parce qu'en gros, il y a 6 nations qui ne cessent de se mettre sur la gueule, il faut quand même le dire, et avec une violence rare, mais en plus ils sont aidés par de la magie, et en plus ils sont aidés par des monstres, mais vraiment réellement monstrueux, et quand il y a 2 monstres qui combattent, tout à coup, vous êtes sur une autre dimension, sur une autre planète. Et ça, c'est extrêmement bien rendu. Ce sont des moments absolument incroyables de pouvoir justement rendre cette dimension un petit côté ridicule humain. Voilà, l'humain est absolument minuscule là-dedans, dans cette bataille qui le dépasse. Julie, sur justement les phases de jeu. Alors, on est sur un jeu qu'on appelle un jeu vidéo de rôle, un fameux RPG. Alors, ça veut dire quoi pour les novices et comment on joue à cette 16e saison de Final Fantasy ? Alors un RPG traditionnellement, donc ça permet pour le joueur de customiser, disons, sa manière de combattre par rapport à ses propres stratégies. Ça peut dépendre par exemple des objets dont il va s'emparer, de l'équipement qu'il va améliorer. C'est une dimension qui est tout de même assez appauvrie dans ce Final Fantasy XVI, dans le sens où la progression est très linéaire. Les objets qu'on va récolter, enfin c'est vraiment réglé. On sent que on ne peut pas accéder à tel objet avant d'avoir combattu tel monstre. Disons que l'exploration n'est pas réellement récompensée. C'est moi ce qui m'a un petit peu déçu dans cet épisode, c'est que je m'attendais vraiment à pouvoir explorer, même si ça avait été annoncé que ce serait pas un monde ouvert, mais un monde plutôt semi-ouvert, avec une progression donc linéaire, comme je le disais. Mais du coup, voilà, il y a quand même ce sentiment que nous, en tant que joueurs, on a peu d'interactivité avec le monde dans lequel on évolue par moment. Tout est très très beau, mais on s'y sent un peu absent parfois. Jean Z, j'ai besoin de vous. Le monde ouvert et le monde semi-ouvert. Donc, pour être clair, il y a une carte et on se balance dans ces mondes. C'est ça, vous imaginez un 50 hectares rien que pour vous, et ça c'est un monde ouvert. Vous allez à droite, à gauche, vous voulez. Voilà. Donc ça s'appelle vraiment monde ouvert ou bac à sable. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il y a des mondes qui sont extraordinaires. Le monde du western de Red Dead Redemption, par exemple. Voilà, vous allez à droite, à gauche. C'est bien votre envie. Dans les Final Fantasy, c'est bien d'ailleurs le souci, parfois l'écueil, en tout cas ce qu'on peut lui reprocher, c'est que le monde ouvert, il ne va pas vers le monde ouvert. Hein. Là, on reste quand même sur une catégorie où ce qu'on appelle couloir arène, vous allez avoir différentes zones avec, vous allez prendre un chemin, puis tout à coup le chemin va s'ouvrir, vous allez tomber sur une clairière. C'est assez guidé, quoi. Exactement, c'est assez guidé, et puis c'est assez logique aussi, puisque l'histoire elle-même, la narration, nécessite de poser finalement les combats les uns après les autres. Mais finalement, il y a quand même une frustration du côté de cette passivité, non, du joueur. On a quand même des jeux vidéo en monde ouvert où il y a plein de possibilités qu'on peut explorer. Est-ce que là, justement, c'est typique des Final Fantasy ou c'est vraiment un manque ? Alors pour nuancer mon propre propos, on n'est pas complètement passif dans le jeu, effectivement. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai adoré les combats, dans le sens où ils permettent quand même une grande liberté. Ils sont formidablement mis en scène. Il y a des effets pyrotechniques absolument superbes et magistraux, servis par une bande son fabuleuse. Mais le côté passif, en fait, va plus se trouver dans les moments entre chaque combat, où on se retrouve donc à explorer un monde qui est assez réduit finalement, magnifique, mais où on n'a pas réellement envie de se perdre dans des chemins de traverse parce qu'on sait qu'on va pas forcément trouver quelque chose d'intéressant. À faire, ouais, exactement. Et puis même les petits combats, finalement, quand on a pris des monstrueux combats et des duels absolument homériques, on se retrouve avec des petits ennemis lambda, et effectivement, on tapote avec ça, on s'ennuie un petit peu, surtout qu'il faut 2 boutons, hein, donc 2 boutons, un bouton pour frapper, un bouton pour esquiver. Moi, je trouve ça très bien, mais ça fait partie, c'est pas une histoire de manque, ça fait partie d'une volonté philosophique de dire, ok, le titre est absolument jouable par quasi tout le monde. Voilà. Et vous pouvez jouer, il n'y a que 2 boutons, et franchement, la difficulté, j'ose même pas dire le mot difficulté, il n'y en a pas, quasiment pas, et on peut aller au bout de l'aventure, c'est-à-dire au bout d'un scénario. Sans être un aficionado des jeux vidéo, quoi. Complètement, et au bout de cette tragédie familiale, parce que c'est bien ce qui intéresse finalement les concepteurs japonais de ce Final Fantasy, c'est d'aller au bout de cette tragédie familiale. Oui, ça c'est quasiment la trame principale, la quête principale, comme on dit, et c'est là où ce qui est intéressant, parce que vous nous dites, si on compare par exemple à un jeu comme Zelda, où il y a effectivement là aussi une quête principale et des sous-quêtes, c'est-à-dire des petites énigmes en gros à
à résoudre. Là, c'est moins intéressant de ce côté-là. C'est ça que vous nous dites, Julie? Du côté des quêtes annexes, oui, complètement. Après, c'est vrai que c'est injuste de comparer le jeu à Zelda parce que Breath of the Wild, dont Jean parlait tout à l'heure, a vraiment provoqué un changement de paradigme pour le monde ouvert, dans le sens où il laissait le joueur dans une liberté totale sans le guider, avec vraiment pas de marqueur sur la carte. Là où dans Final Fantasy XVI, on va se retrouver souvent avec des points d'exclamation qui clignotent pour nous indiquer où aller, quand bien même ce sont dans des petites zones. Et je vais vous dire un truc, moi j'aime bien, parce que sinon je me perds. C'est agréable aussi, mais disons que dans un monde aussi réduit, j'aurais aimé un petit peu plus de place à la surprise et des quêtes annexes un tant soit peu plus intéressantes qu'aller servir des plats dans une taverne par exemple. Oui, c'est souvent une séquence qui est reprochée, ça. La taverne des plats du début, alors que bon, moi, racontez-nous cette séquence. Mais rien, on nous demande de passer un plat à un autre, pour débloquer en fait la séquence suivante, en gros, et une mission, voilà, qui va nous servir pour continuer le scénario. Et donc là, il va faire ça, donc il se retrouve dans cette auberge et il va passer des plats et des ingrédients. C'est un peu ridicule, mais c'est pas c'est pas exceptionnel dans l'univers de Final Fantasy qu'on ait ces moments un peu bizarres, un peu ordinaires et qui viennent s'incruster, mais encore une fois je le dis parce que le décor est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve dans l'ordinaire, on se dit mais pourquoi je me retrouve là à dresser des plats alors que je suis censé quand même me battre contre des dragons et des balgors, enfin bon, etc. Si en 2023 on découvre Final Fantasy, est-ce qu'on commence par le 16 ou est-ce qu'on est déçu? Est-ce que c'est une première entrée en tout cas dans cette licence ou pas? Alors, je pense que c'est une première entrée intéressante, elle se suffit complètement à elle-même. En plus, il y a un mode de difficulté, enfin, comme on le disait, c'est plutôt accessible, mais il y a aussi un mode vraiment histoire avec des combats encore plus simples. C'est pour moi, ça, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, pour moi, c'était pas une attaque personnelle. Mais disons que par contre, c'est pas vraiment un épisode qui est représentatif de la franchise dans son ensemble, dans le sens où le système de combat est très différent de celui des autres épisodes. Les autres épisodes exploitaient plutôt le tour par tour. Là, on est vraiment sur de l'action, presque du beat'em up, donc qui consiste à taper sur des monstres qui s'enchaînent. Et c'est quoi le tour par tour? Le tour par tour, donc c'est un système de combat où on fait une attaque, ensuite l'ennemi attaque, et après c'est à notre tour et ça s'enchaîne comme ça. Ouais, et toute la difficulté d'un Final Fantasy, d'ailleurs ça prouve aussi les problématiques de production, c'est que ce système de tour par tour, il a du plomb dans l'aile. Les joueurs entre guillemets modernes commencent à s'habituer à ce qu'on trouve dans les jeux d'action très vifs et même dans les mondes ouverts. Et d'un coup, il faut renouveler. Alors ils ont beaucoup renouvelé leur façon, leur combat, jusqu'à tomber sur cette version simple, très action, voilà, de Final Fantasy XVI, et finalement très agréable. Je doute qu'elle reste, mais c'est finalement une bonne porte d'entrée à un Final Fantasy VII, par exemple, à un 10, peut-être pas un 15, mais un 6, enfin, aller retrouver finalement... Ceux qui ont marqué... Ça, c'est les millésimes. 6, 7, voilà, 10, voilà, vous pouvez découvrir ces joyaux. Alors, ils ont tous aussi des défauts, des qualités, etc. Mais effectivement, ce 16, il est un petit peu à part. Si on s'intéresse à l'aspect commercial, depuis 1987, donc la naissance de Final Fantasy, 135 millions d'unités vendues dans le monde en à peine 40 ans. On est à la 16e saison. Comment on se renouvelle? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le public était là dès les premiers jours? Dès les premiers jours, peut-être pas, mais c'est ce qui a sauvé la boîte. Parce que ce Final Fantasy porte ce nom parce que c'était le dernier du studio. C'était la dernière production, après c'était fini, il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus rien. Sauf qu'il cartonne au Japon. Mais il faut aussi se souvenir d'un accident, c'est que nous, avant le Final Fantasy VII, on n'a pas de Final Fantasy. On sait pas, voilà, il faut l'importer, etc. Donc c'est Final Fantasy VII qui va internationaliser, mondialiser finalement le titre, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur France Culture. Et qui date de 1997. Exactement. Je précise. Julie Le Baron. Oui, non, je voulais aussi revenir sur le fait que l'équipe de développement est assez particulière parce que c'est la Creative Business Unit 3 qui travaille plutôt sur la composante MMORPG, donc jeu en ligne massivement multijoueur. Final Fantasy XIV est un MMORPG qui bénéficiait d'un énorme succès, et c'est l'équipe en fait chargée de cet opus qui travaille donc sur ce FF16, sachant que ce Final Fantasy XIV est un des plus gros succès commerciaux de Square Enix à date. Square Enix, c'est le studio, évidemment. Pour terminer sur ce jeu vidéo, est-ce qu'il fallait que ça s'arrête, ou est-ce que vous auriez aimé que ça s'arrête. qu'il y en ait encore un 17? Un 17, non, il faut un 17. Non, je pense qu'ils sont bien partis, mais il sera surprenant parce que je pense que, voilà, ils savent se renouveler, et je pense qu'ils savent aussi apprendre de leurs erreurs. Mais ils savent pas où ils vont, et c'est ça, c'est intéressant, voilà. On sait pas ce que sera fait demain, mais on sait que, voilà, que ça sera plutôt chouette. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Final
Fantasy XVI donc, est disponible sur PlayStation 5 et dans notre sélection de jeux vidéo, en voici un autre disponible sur toutes les plateformes. Son nom, To Hell with the Ugly. How could I have forgotten an entire night? I've got to get to the bottom of this. Rocky style. No matter what they did to me, they did it. And it's too late for apologies. Eh oui, vous l'avez compris, le rythme est un peu plus calme, en quelque sorte. Bienvenue dans le Los Angeles des années 50 avec To Hell with the Ugly. On est plongé dans une ambiance de polar où se succèdent donc enquête, meurtre, bagarre et humour, et pour cause, puisque c'est l'adaptation dans jeu vidéo du roman Et on tuera tous les affreux, écrit en 1948 par Vernon Sullivan, un des nombreux pseudonymes de Boris Vian. Adaptation pour Arte, donc en collaboration avec le studio La Poule Noire. Sur ce pari audacieux, Jean Z d'abord, Arte fait des jeux vidéo, c'est pas tout à fait nouveau, ça date d'il y a quelques années quand même, mais est-ce que celui-ci réussit ? Oui, celui-ci est réussi. Il est très réussi parce que, voilà, qu'on sache que ce soit une adaptation littéraire ou pas, on est tout de suite happé par l'aspect jazzy. Pour citer une des chaînes de Radio France, un peu Jazz AFIP, et il y a un côté club, le club de jazz, années 50, on est tout de suite dedans parce que les graphismes nous renvoient tout de suite un peu à du comics de la bande dessinée américaine, il y a un peu d'ombre chinoise, il y a beaucoup de danse, voilà, c'est la nuit, et tout de suite on est pris par ça, et de fait, déjà quand on est pris par l'atmosphère, enfin je trouve... Déjà, voilà, on a envie de continuer, de savoir qui est le héros, etc., etc. Julie Le Baron, bonne surprise donc. Oui, très bonne surprise. Je suis complètement d'accord. La direction artistique du titre nous happe directement. Enfin, ce côté très pulp avec des couleurs criardes, des personnages avec des jambes longilignes qui s'étendent sur des kilomètres. Moi, j'adhère tout de suite. Enfin, il y a une originalité rien que dans la direction artistique et l'univers. Et en plus de ça, je trouve que c'est une adaptation vraiment intéressante parce que c'est une réelle adaptation dans le sens où elle a su bien exploiter la matière première, à savoir le roman de Boris Vian, mais aussi d'en occulter tout ce qui aurait pu être gênant parce qu'on parle quand même d'un livre qui a été publié en 1948 et qui tombe dans certains travers. Et le passage du roman où donc on est foncièrement passif aux jeux vidéo où on est actif nécessitait forcément des ajustements, et je trouve que La Poule Noire, donc le studio de développement, s'en sont sortis à merveille sur ce titre. Alors sur l'ambiance, évidemment, on a parlé de la musique, très jazzy, même parfois un peu rock, qui joue. En fait, c'est ce qui nous permet d'être immergés complètement dans ce jeu vidéo et dans l'histoire. C'est assez sombre, c'est ténébreux. En même temps, si on regarde, il y a quand même pas mal de couleurs vives qui viennent nous réveiller. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de dialogue, par exemple ? Il faut expliquer le principe du jeu, mais d'abord, puisqu'on parlait d'adaptation d'un roman vers un jeu vidéo, il y a beaucoup de discussions entre les personnages. Ça vous a gêné ou pas du tout ? Non. Julie Le Baron, allez-y. Pas du tout, à partir du moment où c'est présenté comme un jeu narratif, qu'on sait que la composante narrative est très importante. À partir du moment où il y a beaucoup de dialogues, j'ai vraiment pas de souci avec ça. C'était plutôt, pour moi, tout l'enjeu, c'était de voir comment est-ce qu'ils allaient amener de l'interactivité pour le joueur. Et je trouve qu'ils s'en sont bien sortis parce qu'ils ont à la fois ajouté des phases de combat, de course-poursuite, des phases d'infiltration. Je trouve que le pari est réussi. Jean Z, comment on joue à ce jeu? On joue de multiples manières. Soit on va chercher ses interlocutrices et interlocuteurs. Je dis interlocutrices parce que ça compte beaucoup, puisqu'on joue au Rocky, il faut quand même, qui est un espèce de grand blond. Je ne sais pas si vous connaissez les sketchs de Gad Elmaleh. Voilà, c'est le grand blond de Gad Elmaleh. Il est parfait quand il mange son. J'ai lu qu'il était un peu concon. Oui, mais on interprète un concon. Quand il mange son sandwich ton mayonnaise, la mayonnaise tombe jamais. Enfin, c'est un type parfait. Voilà, on peut rien faire. Sauf qu'il a un défaut, c'est qu'il a 20 ans. Il ne veut pas faire l'amour avant l'âge de 20 ans. C'est un défaut. Alors oui, parce que dans ce qui est assez drôle, c'est que il y a une inversion finalement. C'est le beau gosse absolu. Évidemment, il y a des femmes qui s'intéressent à lui, ce qui est assez logique dans ce club, en tout cas. Et donc on va aller discuter entre des femmes qui sont un peu frustrées en disant, dis donc, ton truc là, ton interdit sexuel commence à nous enquiquiner. C'est bien le cœur de l'histoire. D'ailleurs, je dis, la charge sexuelle est aussi, c'est assez rare dans le jeu vidéo, présente dans FF16, alors de manière différente, mais la charge sexuelle, c'est pas toujours le cas. Mais ici, elle est présente. Et elle c'est même, j'allais dire, le centre de l'affaire, c'est que cet homme beau comme un cœur se refuse aux femmes. Mais comment elle se manifeste, cette charge sexuelle, visuellement, esthétiquement, on le ressent à quoi? C'est au dialogue, c'est dans les dialogues. Exactement, là il y a les dialogues. Ouais. Parfois effectivement dans des scènes de nu qui peuvent arriver. Ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de garder sa virginité, et pourtant il va là où les tentations sont nombreuses. Ce fameux club de jazz, le Zouti Slammer, où là il est convoité par toutes les femmes, Julie Baron. Il est
convoité par toutes les femmes. Oui, c'est vraiment le bellâtre qui mène une vie d'athlète, qui veut absolument, donc préserver sa virginité, comme on le disait. Toutes les femmes sont complètement à ses pieds et donc vont le draguer très lourdement. Dans le livre, c'est un peu plus prégnant. Il a un côté foncièrement misogyne dans sa manière de considérer les femmes et de leur parler. Là, les personnages féminins ont du répondant, ont vraiment une manière de le remettre à sa place, quand bien même elles sont attirées par son corps, c'est pas incompatible. Je trouve que c'est vraiment bien fichu au niveau des dialogues de ce point de vue-là. Il y a une caractérisation des personnages féminins intéressante. Et alors, dans l'intrigue, évidemment, un soir, il lui arrive quelque chose. Il est dans ce club. Il est drogué par un personnage un peu mystérieux, kidnappé. Et c'est là que le mystère s'installe. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à lui? Oui, et c'est cette nuit où il va y avoir, normalement, il est face à une tentation absolue et il résiste quand même à cette tentation absolue. Non, il ne fera pas ça, il ne fera pas l'objet. Avant 20 ans, il ne touchera à rien. Et c'est là où je trouve que l'inversion est géniale parce qu'on va essayer de déterminer pourquoi. Ça me rappelle Tard aussi. Donc c'est aussi on a une chef d'orchestre qui agit comme un homme toxique, mais parce que le propos est de dire aussi la toxicité, c'est un peu universel. Et là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui aurait pu être une femme et dire non, moi avant 20 ans il est hors de question, etc. Et on se retrouve avec ce problème-là qui est quand même un problème. Mais pourquoi? Qui en veut à sa virginité quand même? Ce qui est quand même une question très étrange, parce que tout c'est sa vie. Enfin là, on n'a pas. Et voilà. Et donc il va se poser cette question. Et c'est ça qui rend le jeu génial. Et lui, il y a des phases de combat, des phases de dialogue, etc. Mais c'est ce qui donne envie de tourner la page, mais parce la que page lui, vidéoludique. Et lui essaye de savoir qui lui a fait ça cette nuit-là. Il combat pas avec des femmes qui en veulent à son corps. Ah non. Mais il dit non. Il est constamment objectifié par la genre féminine, ça c'est sûr. Mais les personnes qui lui en veulent, manifestement, ça touche à autre chose. Et c'est vrai que ça va être dur de pas complètement déflorer l'intrigue du roman. Mais ce qui est fabuleux, c'est que ça nous fait partir dans des dimensions complètement folles, je trouve, en termes d'intrigue. Alors, sur le jeu en tant que tel, tout à l'heure on parlait de monde ouvert, semi-ouvert. Là, on est dans un monde en 2 dimensions. On ne se balade pas là où on veut. Enfin, si, on peut se balader là où on veut, mais il faut résoudre des petites énigmes. Par exemple, il faut aller voir la dame qui vend du jus d'orange pour pouvoir récupérer c'est comme la taverne, de l'argent qui va être donné ensuite au videur de la boîte. Enfin bon, bref, je vous donne pas toutes les indications. Ça, je l'ai réussi. Mais c'est ce qu'on appelle le point and click. C'est comme le click and collect, pour parler simplement. Vraiment des métaphores pour bien comprendre. Oui, il y a des symboles et c'est ce qui permet ces interactions pour comprendre bien comment on joue. Mais c'est exactement ça, le point and click. Il y a un pacte tacite avec le joueur, c'est qu'il n'y aura pas grand-chose à y faire si ce n'est cliquer un petit peu partout sur son écran pour voir quels sont les différents objets à récupérer. Et il y a aussi une tradition des point and click parfois depuis les années 90 et la grande ère LucasArts, c'est que parfois les énigmes sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent, ça peut être particulièrement alambiqué. Là, dans le cas de To Hell with the Ugly, c'est un moment, par exemple, où on veut à tout prix rentrer dans une boîte et le videur a besoin de manger quelque chose de sain et on se retrouve juste face à un stand de hot dog. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et c'est plein de petites énigmes marrantes comme ça où en fait on va se retrouver à récupérer des vieilles feuilles sur un oranger pour faire croire à la personne que le hot dog est particulièrement sain pour lui. Il y a plein de petites touches d'humour comme ça qui fonctionnent très bien et je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans le genre du point and click avec ces codes. Ça, c'est les énigmes, évidemment, mais il y a aussi des combats et des courses-poursuites. Comment ça, c'est possible? Les combats, il y a plusieurs phases de jeu, plutôt bien réussies, je trouve. Même les phases de combat qui sont des petites phases, ça se joue sur le réflexe. Voilà, vous devez taper au bon moment et au bon endroit. Et de fait, et parfois à la suite, donc on vous demande 3, 4, 5 coups d'affilée, il faut bien tomber juste dans le bon tempo. Et du coup, ça crée quand même une espèce de montée d'adrénaline sur un jeu où on passe son temps quand même à discuter ou à trouver effectivement des objets et à résoudre des énigmes. Et d'un coup, il y a un petit côté années 50, petit côté entre guillemets James Bond, enfin en tout cas action, qui est plutôt vraiment là pour le coup vraiment réussi et qui participe au charme, j'allais dire, du titre. À qui s'adresse Arte et La Poule Noire en publiant ce jeu vidéo, Julie Le Baron? Je pense essentiellement aux fans de jeux narratifs, aux personnes donc, qui n'ont pas peur des dialogues, mais qui veulent quand même avoir un petit peu d'interactivité dans leurs jeux vidéo. Mais je pense que c'est assez... Mais à des nouveaux joueurs aussi, des nouvelles joueuses? Alors, pour ma part, moi je trouve que c'est un jeu qui est complètement accessible, même à des personnes qui se décriraient comme non-joueurs, dans le sens où l'action est assez simple et l'histoire suffisamment prenante en fait pour qu'on ait envie d'aller au bout. Et quand bien même on se retrouvait face à une impasse dans un combat, on aurait envie de comprendre le mystère et de savoir qui en a après Rock Bailey.
C'est toujours compliqué à dire en fait, parce qu'évidemment ils peuvent s'adresser à beaucoup de gens à partir de 15-16 ans, mais est-ce qu'ils vont vraiment aller jouer s'ils ne jouent pas? Voilà. Est-ce que c'est un jeu suffisant? Si on pose la question avec FF16, est-ce que le jeu a une aura suffisante en matière de communication tout simplement pour attirer effectivement ce public nouveau dont vous parlez, qui pourrait très bien y jouer, hein. D'ailleurs les deux jeux ont aussi un autre point commun, c'est qu'ils sont accessibles finalement. Alors celui-là il l'est encore plus, hein, mais voilà, donc c'est assez difficile. Je pense que oui, si vous aimez les histoires, si vous n'avez pas peur des jeux vidéo, voilà, si les interactions sont pas complexes, mais il y a quelque chose qui se joue vraiment d'un côté moral, d'un côté aussi un peu fou, un peu onirique, mais un peu cauchemardesque aussi, avec un personnage, voilà, quand même ce Rocky qui est quand même assez étonnant, parce qu'on va jouer, voilà, cet être qui a tout pour lui et qui ne veut quasiment rien de la vie jouissive qu'on lui offre. Et pas besoin d'avoir lu Boris Vian ou d'être déjà immergé dans une narration. C'est pas du tout nécessaire, mais je pense que c'est peut-être même une porte d'entrée pour les lecteurs de Boris Vian, hein, qui pourraient se dire ça peut être intéressant de voir comment ce roman va être décliné. Enfin, mais en tout cas, non, c'est absolument pas nécessaire. Moi, je l'avais pas lu avant de jouer au jeu, et justement, c'est. D'ailleurs, on est peut-être parasité, non, quand on a lu le livre, c'est-à-dire qu'on connaît déjà la résolution. Oui, est-ce il faut l'avoir à côté pour lire des astuces, par exemple, ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pour le coup, mais je pense qu'effectivement, l'effet de surprise va s'en trouver quelque peu amoindri, ça c'est certain. Mais je pense que l'exercice de l'adaptation est tellement intéressant. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir quels sont les aspects du livre qu'ils ont préservés pour en garder l'essence. Un dernier mot pour capter les nouveaux publics et tous les publics. C'est un jeu vidéo disponible sur toutes les plateformes. Est-ce que ça c'est commun? Est-ce que ça c'était une évidence quand on lance ce type de jeu? Oui, ça devient de plus en plus une évidence. Il y a soit dans le monde des jeux vidéo, soit des exclusivités généralement dédiées à des consoles que les consoliers payent très cher, et soit on essaye de sortir sur, entre guillemets, un maximum, alors peut-être pas tout de suite, mais un maximum de consoles pour effectivement se rendre disponible pour, si ce n'est tous les publics, en tout cas tous les possesseurs de device, que ce soit une console, PC, un smartphone, etc. Julie Le Baron, pour terminer, on conseille d'aller jouer à ce jeu? Oui, je conseille vivement, vraiment, aux fans de Boris Vian et aux autres. Super, merci à tous les deux d'être venus dans cette première partie des Midis de Culture consacrée donc aux jeux vidéo. Julie Le Baron, rédactrice en chef du magazine indépendant Canard PC, et Jean Z, journaliste et critique de jeux vidéo. Merci à tous les deux. On retrouve évidemment toutes les références des jeux vidéo dont nous avons parlé sur le site de France Culture. Rendez-vous à la page de l'émission Les Midis de Culture, et on espère continuer évidemment à vous faire découvrir de nouveaux jeux vidéo, même pour ceux et celles qui ne se sentent pas joueuses et joueurs dans l'âme. Comme vous et moi. Exactement. Et bien on en apprend des choses tous les jours dans les Midis de Culture. Le journal dans un instant.